Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer pour essayer de ne pas mettre les autres en retard par la suite. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Sonia et aujourd'hui je viens vous parler de code golf. Et j'aimerais savoir d'abord à main levée, est-ce que c'est un terme qui vous parle ou pas? Il y a quelques personnes à qui ça parle, mais visiblement pas trop. Tant mieux, ça me rassure. Alors, moi j'ai découvert le code golf il y a quelques années grâce à un merveilleux site qui s'appelle Stack Overflow. Voilà, un jour où je cherchais une énième réponse à mes questions, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs complètement random à côté, des questions un peu étranges. Par exemple, celle-ci, c'est quel serait le design optimal de chaussures de neige pour des satyres et des faunes? Pour ceux qui ne voient pas, les satyres et les faunes, c'est des créatures mythiques. Et je me dis, mais c'est pas du code, ça n'a rien à faire sur Stack Overflow. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que Stack Overflow faisait partie d'un univers bien plus grand, qui est l'univers de Stack Exchange, et qui regroupe plein de forums par thème. Donc on a Stack Overflow qu'on connaît bien, et d'autres qui sont axés sur d'autres problématiques techniques, et puis d'autres qui n'ont absolument rien à voir avec le dev. On a un forum d'anglais, on a même un forum world building pour les gens qui écrivent des livres et qui voudraient faire des univers cohérents. C'est là qu'il y avait la question sur les faunes. Et bien sûr, il y a un forum de code golf. Mais c'est quoi au juste le code golf? C'est une discipline un petit peu à part. Et les ingrédients sont assez simples. On part d'un problème de code, on nous donne quelques contraintes. Et l'objectif, ça va être de résoudre ce problème avec un code qui contient le moins d'octets possible, le moins de caractères. Donc si vous aimez le craft, si vous aimez les choses bien écrites, bien explicitées, bien verbalisées, ça va être un peu difficile pour vous aujourd'hui. Mais voilà, c'est pour ça aussi que j'en profite pour dire ne faites pas ces choses-là en prod, parce que sinon après on va venir me voir et on va me dire que j'ai créé des monstres. Donc voilà, s'il vous plaît, épargnez ma vie. Donc on va commencer avec un exemple simple. L'idée, ça va être d'afficher les nombres de 1 à 10 inclus sur la sortie standard. Et pour ça, nos contraintes, ça va être qu'on n'a pas le droit d'afficher d'autres nombres que ceux entre 1 et 10. Donc si vous vouliez afficher les décimales de pi et puis dire, il y a bien un moment où on va voir les nombres de 1 à 10, ça ne marche pas. Votre programme ne peut pas prendre d'input, et vous ne pouvez pas hardcoder l'output non plus. Mais vous avez quand même des autorisations qui sont que vous avez le choix du séparateur entre les nombres, et vous avez le choix du langage. Et ça, c'est super, parce qu'on va voir que tous les langages ne se valent pas. Ça, c'est la solution en HTML, donc qui du coup va faire une liste de 10 éléments, et donc afficher les nombres de 1 à 10. On avait le choix du séparateur, donc il y a des points, c'est pas grave. HTML qui se fait écraser par bash en 12 octets. Et tout ce beau monde se fait écraser à son tour par Jelly, en 2 octets. Jelly, c'est un langage qui a été conçu spécifiquement pour les golfeurs et les golfeuses. Et voilà, qu'est-ce que ça dit? En fait, le R majuscule, c'est mis pour range, et la taille du range est définie par le nombre qui est juste avant, enfin par le caractère juste avant, qui est exposant 5. Et exposant 5, c'est quoi en Jelly? C'est le 5e argument de votre fonction, s'il existe. Sinon, c'est le nombre 10. Et donc voilà. Donc on comprend qu'on ne joue pas tous dans la même cour. Et pour cette présentation, je vais vous faire un exemple que j'ai pu voir dans une compétition à laquelle j'ai participé il y a quelques années, qui s'appelle le Hacker Challenge. Et le principe, c'était de faire un fizzbuzz, donc affiché sur la sortie standard pour les nombres de 1 à 100 inclus. Fizz si le nombre est un multiple de 3, buzz si c'est un multiple de 5, fizzbuzz si c'est à la fois un multiple de 3 et de 5. Et dans tous les autres cas, on affichera le nombre en question. Et notre contrainte, on n'avait pas le choix du séparateur, c'était retour à la ligne à chaque fois. Contrainte d'utilisation sur le langage C, parce qu'il fallait une validation unique. Et contrainte aussi sur les options de compilation. On verra pourquoi c'est important après. Le tout en 71 caractères. Et donc pour faire ça, on va commencer avec une version naïve, en quelque sorte, qui va être notre fizzbuzz bien écrit, bien indenté, bien explicite, finalement, et qui au moins fonctionne. Mais qui nous laisse quand même assez loin de notre objectif de 71 caractères, puisqu'on démarre avec 374. Alors,
Premier truc qu'on va faire, un peu facile, c'est qu'on peut enlever toutes les indentations. Et comme ça, on va gagner une bonne centaine de caractères, voire plus, mais on n'y voit plus rien. Donc pour la suite de cette présentation, on va compter comme si les indentations n'étaient pas là, mais je vais les remettre pour plus de visibilité. Donc la première vraie chose marrante qu'on va pouvoir faire, ça va être regarder la signature de la fonction main en C. Un programme C, ça doit avoir une fonction main principale avec ces arguments-là, donc qui a le type de retour entier et qui prend deux arguments, argc, le nombre d'arguments dans la ligne de commande quand on appelle le programme, et argv, qui est cette liste d'arguments. Nous, on ne prend pas d'input dans notre programme, donc en fait, ça, on peut l'enlever parce qu'on s'en servira jamais. On va exploiter un autre truc du langage C aussi, qui est que si on ne déclare pas le type de notre variable ou de notre type de retour, par défaut, c'est entier. Donc on va pouvoir enlever ces déclarations-là. Et il nous reste argc. Et donc argc, sans argument supplémentaire passé dans la ligne de commande, argc vaudra 1 par défaut, parce que vous avez au moins le nom du programme que vous appelez quand vous écrivez dans votre ligne de commande. Et ça tombe bien, parce que nous, on voulait démarrer notre compteur de 1 à 100. Donc argc, ça va devenir notre i. Et rien qu'avec ça, on s'est économisé déjà 30 caractères. Donc c'est plutôt cool. Mais c'est toujours pas ça. La deuxième chose qu'on voit, c'est que on a un cas fizzbuzz qui est un peu redondant. Et on aimerait bien se dire, on va avoir un moyen de traiter à la fois fizzbuzz et fizzbuzz avec le même cas, en retravaillant notre code de cette façon. Donc on modifie, si on modifie un petit peu l'algorithme, en rassemblant, en changeant un petit peu la condition de notre if et la façon dont on va écrire nos chaînes de caractères, en disant on n'a plus un cas fizzbuzz séparé, mais on a un cas qui sera fizz plus une chaîne de caractères vide, ou chaîne de caractères vide plus buzz, ou fizzbuzz dans notre cas où on est multiple 3 et 5, on a gagné encore une cinquantaine de caractères. Et là, à partir de là, on va pouvoir optimiser 3 trucs qui vont être la façon dont on écrit nos conditions ternaires, la façon dont on écrit notre condition if et notre boucle for. À commencer par notre condition ternaire, telle qu'elle est écrite là, elle est assez explicite. Hein. Si on la lit, c'est est-ce que i est un multiple de 3? Si oui, on écrit fizz, sinon on n'écrit rien. En fait, on va la prendre à l'envers et dire que dans le cas où la condition n'est pas remplie, techniquement, on pourrait dire que c'est le cas où i modulo 3 égale 0, puisque le cas faux peut être, le cas égale 0 peut être assimilé à quelque chose de faux. Et du coup, en testant non pas si i modulo 3 est égal à 0, mais en testant juste la valeur de i modulo 3, et en inversant notre condition, on peut déjà gagner quelques caractères. Du côté de la condition if, on a pareil, on va pouvoir assimiler nos égale 0 à quelque chose de faux, mais comme on a envie que notre condition globale soit vraie, on va remplacer ça par des négations. Et ce qu'on voit ici, c'est que quand on a deux négations séparées par un ou, en fait, quand on veut ni l'un ni l'autre, c'est la même chose que ne vouloir aucun des deux à la fois. Et donc on va pouvoir factoriser cette expression et remplacer le ou par un and au milieu. Donc tout ça, c'est plein de petites optimisations qui vont nous permettre de gratter quelques caractères par-ci par-là. Et enfin, on va même aller encore plus loin. Et on va regarder à quoi ça ressemble A et B en fonction des valeurs de A et de B. Et on va se rendre compte que pour 0 et 1, ça marche quand même vachement comme une multiplication. Et donc on va remplacer nos deux caractères et par une astérisque et gagner encore un caractère supplémentaire. Et enfin, au niveau de notre boucle for, pareil, on a quelque chose de très explicite où on dit qu'on veut s'arrêter à 100, mais en fait, s'arrêter en étant égal à 100, c'est la même chose que s'arrêter juste avant 101. Donc ça va nous permettre de gagner encore un caractère. Et on va même aller encore plus loin, mais gratuitement, parce qu'on ne va pas gagner de caractère, mais j'ai envie de vous montrer un peu les pires trucs que j'ai vus, donc autant en profiter. On peut aussi la formuler comme ça. Donc ça, en fait, ça va calculer la division de 100, la division entière de 100 par i. Et donc ce truc-là sera toujours
supérieur à 0 jusqu'à ce que i soit égal à 101. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec une fraction qui vaut 0, quelque chose, et donc la division entière qui vaut 0, et donc sortir de notre boucle. Alors, on arrive avec ça, on a encore économisé quelques caractères, mais on est encore loin. Un truc qu'on va pouvoir faire, parce que là, ce qu'on a envie de faire ici, c'est vraiment de se dire, j'ai encore 2 prints, ce serait cool d'avoir un print pour les afficher tous, entre guillemets. Et pour ça, on va utiliser un caractère qui est assez intéressant, qui va être le retour chariot. Alors le retour chariot, \r, moi, c'est quelque chose dont j'entendais surtout parler quand on parle de CRLF, donc de retour à la ligne avec retour chariot et nouvelle ligne. Mais concrètement, le retour chariot, qu'est-ce que ça fait? Ça ramène, la tête d'écriture en début de ligne. Et donc, si j'écris mon printf avec ma chaîne de formatage de cette façon, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On commence toujours par écrire le nombre, et ensuite, avec le retour chariot, on revient au début de la ligne. Et à partir de là, si on est dans un cas multiple 3, 5 ou les deux, on va venir réécrire notre chaîne de caractères par-dessus le nombre. Et ce truc-là, il fonctionne, parce qu'on n'affichera jamais un nombre plus grand que 100, et donc ce sera toujours 3 caractères. Et donc fizz, buzz, ça fait 4 caractères, donc ça va toujours complètement réécrire par-dessus le nombre. C'est ce qui fait que ce cas-là, dans ce cas précis, ça fonctionne. Et ça nous a permis de gagner encore beaucoup de caractères, et il nous en reste 6 à trouver. On va déjà pouvoir en trouver un en retravaillant notre boucle for, avec une boucle while. On va gagner un caractère avec tout ce travail. Et comment on va s'en sortir pour la fin? Eh ben, on va aller encore modifier la condition d'arrêt de la boucle while. Parce que voilà, si vous pensiez que faire la division entière de 100 par i, c'était la pire chose que je pouvais vous offrir, c'est que vous n'étiez pas au bout de vos surprises. On va aller regarder la documentation de printf et voir en fait ce que ça fait. Et la documentation nous dit que printf, quand tout se passe bien, nous renvoie le nombre de caractères qu'elle a écrit. Donc ça veut dire que cet appel-là, sa valeur de retour, ça va être 5. Dans le cas fizzBuzz, on va avoir une valeur de retour à 12 caractères imprimés. Dans le cas fizz ou buzz, on va avoir 8 caractères. Et dans le cas très précis de i égale 100, on est dans un cas buzz, avec un nombre à 3 chiffres. Et du coup, on est à une valeur de retour égale à 9. Et quand on fait ça sur les nombres de 1 à 100, c'est la seule fois où on va avoir une valeur de retour à 9. Donc on va changer notre boucle d'arrêt, on va mettre notre printf à l'intérieur des parenthèses de notre while. Et donc ce printf va s'exécuter, afficher quelque chose sur la sortie standard, renvoyer combien de caractères il a écrit. Et donc quand on sera dans les cas de 1 à 99, ça va renvoyer quelque chose comme 8, 12, machin. Et quand on va lui soustraire 9, ça va donner quelque chose qui est différent de 0. Donc la boucle while va continuer, jusqu'à ce qu'on arrive à i égale 100. On affiche une dernière fois. Et là, on renvoie 9 caractères, et donc 9 moins 9, 0, et on sort de la boucle while. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec 71 caractères. Et en même temps, comment ça peut fonctionner cette sorcellerie? Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais dans cette histoire, en fait, on incrémente i ici. Donc comment ça se fait que dans les calculs qui suivent, i ne soit pas incrémenté? Et bien ça, c'est la faute de notre compilateur. En fonction du compilateur que vous utiliserez, vous allez avoir un résultat différent sur est-ce que i est incrémenté avant ou après le calcul nos calculs de modulo sur la suite. Mais comme nous, on nous avait imposé GCC, ça fonctionne. Et encore une fois, on n'est vraiment pas là pour faire du code robuste dans cette discipline. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie.